Je vous présente aujourd'hui notre 484e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, cher Président, nous nous retrouvons aujourd'hui dans votre jolie demeure de la Trinité-sur-Mer, dans votre fief. Dans ma maison natale. Dans votre maison natale, exactement. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous nous évoquiez vos souvenirs d'enfance, de jeunes marins. Oh là, c'est très compliqué ça, parce que c'est l'inconvénient des vies très longues, c'est qu'elles sont longues à raconter. Bon, d'abord, moi, je suis le fils d'un patron pêcheur et d'une femme qui était une jeune paysanne, mais qui conquérait avec son mariage une liberté sociale totale. Mais je suis de souche, bien sûr française, de souche bretonne, et même de souche exclusivement morbihannaise. Je viens d'une famille de marins par mon père et mon grand-père, et d'une famille de paysans par ma mère. Voilà. Donc je suis conforme à la devise de la Trinité-sur-Mer, qui est en breton Arendoir, Arenmour, qui veut dire sur terre et sur mer. Voilà. Alors j'ai bien sûr vécu toute ma vie à la mer, sur la mer. Je crois que j'ai 10% de ma vie, je l'ai passé sur mer, soit comme professionnel, soit comme amateur. mais c'est quand même relativement important. La mer, ici, pénètre la terre absolument comme dans les doigts d'une main, n'est-ce pas? Dans des abers profonds. L'abers de la Trinité doit faire 6 km, je crois, d'eau de mer, qui est remontée par la marée, qui redescend, etc. Voilà, qui change tous les paysages en permanence. C'est des caractéristiques de ce pays qui, d'autre part, ne mérite pas sa réputation de pluviosité puisqu'il y a des salines. On y fait du sel. Ça veut dire qu'il y a plus de soleil que de pluie. Alors dites-moi, vos départs à la pêche, lorsque vous étiez un gamin, etc. Alors moi j'ai appris à pêcher avec mon grand-père. Oui. Mon grand-père Le Pen avait un bateau qui s'appelait Styrenenmour, l'étoile de la mer en breton, et qui pêchait le maquereau. Et j'ai donc débuté mon apprentissage de la mer avec lui, parce que pendant la guerre, mon père ne voulait pas que j'aille sur son bateau, sur son chalutier qui s'appelait la Persévérance, et sur laquelle il a trouvé la mort en 1942 quand il a sauté sur une mine. Et donc, ensuite, j'ai été marin-pêcheur quand j'étais étudiant pour gagner ma vie. C'était un métier que je connaissais un peu. Et j'ai été aussi j'ai fait d'autres métiers. J'ai été mineur de charbon à Heesden, en Belgique. Bon, je cherchais des métiers où on gagnait de l'argent, où on gagnait plus d'argent que dans les autres, parce que j'avais une bourse de l'État, de pupille de la nation, mais elle était maigre, elle ne permettait pas de vivre convenablement, en quelque sorte. Donc, ça m'a obligé à travailler, ce qui ne m'a pas gêné, parce que je n'ai jamais été paresseux de ce côté-là. Bien, et alors, Président, que pensez-vous, pour en revenir à une actualité internationale actuelle, que pensez-vous du désir absolu d'indépendance d'une partie des Catalans actuellement? Écoutez, ces indépendances me paraissent, ces désirs d'indépendance me paraissent un peu suspects et entachés de mercantilisme. Je m'aperçois que les mouvements, comment dirais-je, autonomistes sont généralement ceux des provinces les plus riches des pays dont ils font partie. C'est le cas de l'Écosse pour l'Angleterre, c'est le cas que nous connaissons pour l'Espagne, de la Catalogne, oui. C'est l'espace pour l'Italie du Nord. Donc c'est le refus, en quelque sorte, de partager avec le reste du pays. Et ça me paraît être contraire à notre civilisation,
à la fois européenne et chrétienne, voilà. Oui, mais alors une indépendance, disons, de la région à la mode allemande, une autonomie tout en restant espagnole. Je ne veux pas me mêler des affaires des autres. Je suis heureux de voir qu'en France, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, de mouvement de ce genre. Et je m'en félicite. Il y a une unité française, une unité nationale, une espèce de syndicat des riches et des pauvres. Chacun se partage ce qu'il y a à partager. Voilà. Bien, et alors au Moyen-Orient, le référendum quant à l'indépendance du Kurdistan, qui a été plus qu'organisé, dira-t-on, par l'OTAN, en tout cas par les membres de la communauté européenne, est inspiré dans quel but selon vous? Je ne sais pas, vous savez, l'affaire du Kurdistan, l'affaire des Kurdes est une affaire extrêmement complexe parce que le peuple kurde qui se ressent comme tel est à la fois réparti entre la Turquie, l'Irak, la Syrie, et ça rend les choses extrêmement difficiles, d'autant que le Kurdistan touche au pétrole. Et tout ce qui touche au pétrole est assez polémique, si j'ose dire. Après tout, je leur souhaite de pouvoir établir la défense de leur civilisation, de leurs coutumes, de leurs traditions. Mais si cela doit se payer par une guerre généralisée au Moyen-Orient, je pense qu'il faut le déplorer. Et alors nous avons appris avant-hier la disparition d'un navigateur breton de 73 ans, Guy Bernardin, un ancien coureur du Vendée Globe. On a retrouvé son bateau à 700 000 des côtes du Massachusetts et apparemment il aurait disparu dans l'Atlantique. C'est une destinée de marin, c'est assez beau mourir en mer. Je ne connaissais pas du tout M. Bernardin. Il y a eu beaucoup de concurrents de ce Vendée Globe, mais il a été un des nôtres et nous avons une petite pensée pour lui, et même s'il est entraîné au fond de la mer par les flots. C'est peut-être la mort rêvée pour un marin. Bien, je vous remercie. Alors, aux États-Unis, le plus grand massacre de civils a été opéré par un seul homme depuis toujours. Daesh s'en est autoproclamé l'inspirateur. Croyez-vous à cette histoire, à cette déclaration? C'est le problème des États-Unis. Moi, je ne peux pas m'impliquer dans tous les problèmes, tous les drames du monde. Le drame qui m'a le plus choqué de la part de l'islamisme radical meurtrier, c'est l'égorgement des 2 jeunes étudiantes de Marseille. Oui. Ça s'est passé en France, ça s'est passé à Marseille. Ça doit bouleverser les cœurs et ça doit se faire poser des questions sur le laxisme de certains juges, probablement du ministère, du syndicat de la magistrature, mais qu'on laisse en liberté des gens qui ont été arrêtés à de multiples reprises, c'est évidemment exposer la population à leurs agissements criminels. Mais je m'intéresserai plutôt à ça en vous rappelant tout de même un chiffre pour nos amis téléspectateurs. Le 23 août 1914, 3 semaines après la déclaration de guerre, l'armée française a perdu le même jour 30 000 tués et 100 000 blessés. Alors ça laisse Las Vegas et beaucoup d'autres choses très loin derrière, en vous rappelant que nous avons perdu en 14-18 1 500 000 tués et 3 millions de blessés. Nous irons nous recueillir demain matin, s'il fait beau, dans votre cimetière. Bien sûr. Et qui est à 2 pas d'ailleurs de votre lieu de naissance. Mais pour me préparer à y aller un de ces jours, le plus tard possible. Mais après du moins le switch. Ça n'est pas donné à tout le monde, reconnaissez. En tout cas, je vous remercie infiniment, cher président. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci de nous avoir accueillis dans votre charmante maison d'enfants. Je vous en prie, nous sommes à l'extérieur quand même. Nous sommes à l'extérieur. Nous sommes sous le figuier familial. Oui. Et à proximité d'une maison éclairée par un soleil et dans un ciel, vous avouerez, uniformément bleu. Breton. Absolument.